Maroc 5, Niger 0. Bon, la qualification pour le mondial 2026, elle est dans la poche. Première équipe africaine qualifiée, parcours parfait, le tout dans un stade magnifique, franchement impressionnant. Sur le papier, la soirée idéale, quoi. Oui, la soirée idéale, sur le papier, comme tu dis, mais quand on regarde d'un peu plus près ce score, ce 5-0, est-ce que c'est vraiment le reflet d'une domination totale ou est-ce que le match n'a pas basculé sur un fait de jeu très très précis? C'est exactement ça la question, je pense. On a l'impression d'avoir vu deux matchs en un, en fait. Il y a l'avant et l'après carton rouge pour le Niger. Tout à fait. Carton rouge qui arrive assez tôt, 26e minute. Donc analyser ce 5-0 sans prendre ça en compte, on passe à côté de l'essentiel. Il faut vraiment décortiquer ces deux périodes. Alors allons-y, on va plonger dans l'analyse technique de ce Maroc-Niger, regarder un peu les schémas, les joueurs qui sont sortis du lot, et puis surtout les questions qui restent, quoi, malgré le score fleuve. On fait ça entre passionnés, en se basant sur ce qu'on a vu, sans forcément citer de sources précises. C'est ça. Rappelons quand même le positif, parce qu'il y en a. 5-0, qualification, parcours parfait pour l'instant, 6 victoires en 6 matchs, c'est solide. Mais voilà, ce carton rouge à la 26e, ça change tout et ça oblige à nuancer fortement l'analyse. Bon, alors concrètement, cet impact du rouge, parce qu'avant l'expulsion, c'est vrai que le Maroc n'était pas super serein, non? On a senti comme des difficultés. Ah oui, clairement. Les 20 à 25 premières minutes, on a revu un visage un peu connu, et pas forcément le plus rassurant. Le Maroc avait le ballon, bien sûr, le bloc était haut, mais la construction, elle manquait de fluidité. Hmm. Le Niger, lui, était bien en place, intelligemment regroupé dans son 5-4-1, et il arrivait à gêner la première relance marocaine. Il y avait un pressing assez ciblé. Oui, c'est vrai ça. On a vu des passes parfois imprécises, un peu lentes dans les transmissions, et puis surtout cette difficulté qu'on voit parfois à trouver les latéraux, Hakimi et Bellamari, dans de bonnes conditions, quoi. Exactement. C'est-à-dire lancé avec de l'espace, Voilà, là, ils recevaient le ballon souvent presque à l'arrêt ou de haut jeu. ce qui laissait tout le temps à la défense nigérienne de coulisser, de fermer les couloirs. On n'arrivait pas à créer ce petit décalage, cette passe qui met le latéral sur orbite. Ça manquait de tranchant dans les 30 derniers mètres, clairement. Et puis, bam, le rouge pour le Niger à la 26e. Et là, changement de décor. Radicalement. À 10 contre 11, le Niger n'est plus le choix. Repli général, bloc bas, très très dense, organisé en 5-3-1 ou 4-4-1, ça dépendait un peu, mais l'idée c'était de fermer les espaces entre les lignes. Du coup, Conséquence directe, le pressing sur les défenseurs centraux marocains, sur Amrabat aussi, il a quasiment disparu. ah oui, donc la sortie de balle, beaucoup plus facile pour le Maroc, plus de temps, plus d'espace pour les relanceurs. On a vu Amrabat, même si on va reparler de son rôle, euh, pouvoir ajuster des passes plus longues, plus variées. C'est ça. Et les latéraux ont pu monter d'un cran, être touchés plus facilement, plus haut sur le terrain. Et c'est là que l'analyse devient intéressante et un peu frustrante en fait. Frustrante, pourquoi? Parce que le rouge a clairement ouvert les vannes, permis au Maroc de dérouiller, d'empiler les buts, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça a complètement biaisé le test qu'on attendait. C'est vrai. On voulait voir comment cette équipe allait faire pour déverrouiller un bloc bas, compact, à 11 contre 11. Le scénario typique de la CAN, quoi. Et ce test-là, on ne l'a pas vraiment eu finalement. Difficile donc de tirer des conclusions définitives sur la capacité à faire sauter un verrou solide à force égale. C'est un point important. Bon, passons au cœur du jeu, le milieu. Une des grosses satisfactions, je trouve, c'est la première titularisation de Naël Larenaoui, non? Match complet et très très belle impression. Ah oui, très belles impressions, tu as raison. Pour une première sélection, première titularisation, euh, c'est remarquable de maturité. Ce qui frappe chez lui, c'est vraiment son intelligence de placement, sa lecture du jeu sans ballon. Mhm. Il est toujours en mouvement pour proposer une solution, que ce soit en décrochant, en s'écartant pour combiner avec un latéral ou en offrant un appui dans l'axe. Il crée naturellement des triangles. C'est très intéressant. Il a l'air d'avoir une bonne technique, une vision rapide, et défensivement, son apport est pas mal non plus, j'ai trouvé. On l'a vu présent au contre-pressing, cette capacité à réagir tout de suite à la perte du ballon. Oui, c'est essentiel ça, le contre-pressing, surtout contre des équipes regroupées. Et il a montré aussi une bonne discipline tactique. Il couvrait bien les montées d'Amrabat, par exemple. Il apporte un équilibre qui est précieux, surtout quand tu joues avec des latéraux aussi offensifs. Il sécurise l'ensemble, quoi. Vraiment, il densifie, il bonifie le milieu.
très prometteur, c'est sûr. Mais sa présence, ça amène aussi à rediscuter du rôle de Sofiane Amrabat. Ça reste un sujet un peu chaud, hein. Défensivement, son rôle de sentinelle, de couverture, beaucoup le jugent indispensable, surtout quand le Maroc joue haut. C'est vrai que dans ce registre purement défensif, couverture, compensation, il est précieux. Il permet à l'équipe de se projeter sans trop s'exposer. Il assure cette faible taxe défensive, comme disent certains. Sa présence rassure et libère un peu les autres. Mais le débat, il est surtout sur son influence sur la construction, depuis la base. C'est là que ça coince un peu pour ses critiques. On pointe souvent une certaine lenteur technique quand il est sous pression, une tendance à choisir la passe simple, latérale, la sécurité, quoi, plutôt que la passe qui casse une ligne. Oui, ou cette difficulté à se retourner vite pour jouer vers l'avant. Et puis, il y a aussi un autre point faible qui est parfois mentionné, c'est sa relative difficulté dans les duels aériens, sur les longs déglagements adverses. Et ça, avant le carton rouge, quand le Niger mettait un peu la pression, on a revu un peu ses limites, non? Il avait du mal à accélérer le jeu. Oui, mais il faut être juste, hein, après le rouge, avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace. Là, il a montré qu'il était capable de distiller d'excellentes passes longues, des transversales très précises pour renverser le jeu. On a même noté, je trouve, une amélioration dans sa gestuelle en deuxième mi-temps, plus rapide dans ses contrôles, ses enchaînements. Ce qui pose la question tactique de fond, en fait. Est-ce qu'il faut s'obstiner à faire de lui la première rampe de lancement systématique, ou est-ce qu'il faudrait pas imaginer une animation où un joueur plus à l'aise techniquement dans les petits espaces, comme El Enaoui justement, viendrait chercher le ballon plus bas? C'est le vrai débat tactique, ça. Comment on optimise cette sortie de balle? Certains pensent que vouloir faire d'Amrabat le quarterback de l'équipe, ça lui rend pas forcément service et ça maximise pas ses qualités, qui sont ailleurs. Hum. Une option, ce serait qu'il soit plus un relais ou qu'un milieu plus créatif descende à sa hauteur pour organiser. Ça le libérerait pour ses tâches de récup et de couverture, où là il excelle. Donc voilà le dilemme Amrabat. Pilier défensif essentiel, oui, mais point d'interrogation sur sa capacité à lancer le jeu vite sous pression. Intéressant ce dilemme. Et le troisième homme du milieu, Ismaël Saibari, lui, il a marqué les esprits avec son doublé. Ah oui, excellent match de Saibari. Au-delà des buts, c'est sa capacité à se projeter dans la surface qui est impressionnante. Il sent bien les coups, quoi. Ses appels, sa présence dans la zone de vérité, c'était souvent plus pertinent que ceux d'El Kaabi, l'avant-centre titulaire. Par moments, il jouait presque comme un deuxième attaquant. Et l'équilibre apporté par El Ainaoui derrière lui, ça l'a sans doute aidé, ça l'a libéré pour se projeter comme ça. Il confirme qu'il est un milieu qui peut finir les actions. Tout à fait. Et cette dynamique au milieu, ça a forcément des conséquences devant. Ce qui nous amène au fameux dilemme du numéro 9. Ayoub El Kaabi, il a marqué, oui, mais bon, c'était un but facile, un tap-in comme on dit. Sa performance globale, elle, a été très très critiquée. Oui, techniquement, ça a semblé très léger, c'est le mot. Beaucoup de contrôles ratés, des choix de pied bizarres, des passes simples manquées. Certains ont même comparé ça aux difficultés techniques qu'a pu connaître Eneseri parfois. On a tous un peu grimacé devant notre écran sur certaines actions, faut être honnête. C'est ça. Malgré son but, difficile de ne pas s'interroger sur sa place de titulaire pour la CAN. C'est la critique majeure, oui. Est-ce qu'on peut aborder la CAN avec un avant-centre qui montre de telles limites dans le jeu, dans la conservation du ballon? Bon, Regragui semble lui maintenir sa confiance, il le voit comme un de ses soldats, comme en Esseri, mais la question de l'apport technique, de la performance pure, elle se pose crûment. D'autant plus qu'il y a un autre joueur qui pousse très fort derrière, Hamza Igaman. Il est rentré que quelques minutes à la fin, mais impact immédiat. Un but et une implication décisive sur un autre but. Son entrée, c'était comme une bouffée d'air frais. En très peu de temps, il a montré une palette technique beaucoup plus large. Dribble, capacité à combiner dans les petits espaces, notamment avec Ounahi et El Kanous qui sont rentrés en même temps que lui. C'est vrai. Vitesse d'exécution, jeu pour soi mais aussi pour les autres. C'est un profil très différent d'El Kaabi ou dans les Chéris. Les éloges n'ont pas manqué après le match, c'est clair. Et l'argument principal qui ressort, c'est comment justifier de laisser sur le banc un jeune de 22 ans, aussi talentueux, performant à Lille dans un championnat exigeant, au profit d'attaquants qui semblent plus limités techniquement. Est-ce qu'on freine pas sa progression et le potentiel de l'équipe? C'est le fameux problème de riche, mais c'est un vrai casse-tête pour le sélectionneur, ça. Est-ce qu'il faut lancer ce jeune talent, lui donner du temps de jeu, de la confiance, quitte à bousculer la hiérarchie, ou est-ce qu'il faut s'en tenir aux joueurs qui ont déjà fait leurs preuves avec lui? C'est une décision lourde de conséquences. Le voir sur le banc alors qu'il semble apporter plus de solutions techniques dans le jeu, ça interroge beaucoup de monde.
Il y a même une petite observation qui a circulé, anecdotique, mais bon, Regragui n'aurait pas montré la même joie sur le but d'Igaman que sur les autres. Simple impression ou signe d'un certain embarras face à ce choix, allez savoir. On verra les prochains matchs. Parlons un peu des côtés maintenant. Les latéraux, les ailiers. À gauche, Youssef Belhamari, prestation solide, non? Oui, plutôt convaincant. 2 passes décisives sur des centres précis, ça montre une vraie qualité dans ce geste. Son apport offensif par les centres, les débordements, c'est précieux surtout face à des équipes regroupées où la solution vient souvent des côtés. C'est ça. Défensivement, bon, on peut toujours se poser la question face à des ailiers plus vifs, mais dans ce match dominé par le Maroc, c'est moins ressorti. La vraie question, c'est de savoir s'il peut sérieusement concurrencer Mazraoui, si Mazraoui retrouve toutes ses capacités. Hmm. L'avantage indéniable de Belhamari, c'est que c'est un vrai gaucher à ce poste. Ça offre des angles différents pour les passes, pour les centres. De l'autre côté, à droite, on a trouvé Brahim Diaz, mais encore une fois, une performance qui laisse un peu sur sa faim, j'ai trouvé. Pas l'impact décisif qu'on attend d'un joueur comme lui. Parfois un peu hésitant, presque effacé. Oui, l'énigme Brahim Diaz en sélection, elle perdure un peu. Il n'arrive pas encore à transposer complètement son talent, son influence du club, vers l'équipe nationale. Est-ce que c'est lié à sa situation au Real, les changements, peut-être un temps de jeu moins constant dernièrement? Ça peut jouer sur le rythme, la confiance. Personne remet en cause son potentiel, c'est évident, mais on attend plus de lui, c'est sûr. Qu'il prenne plus d'initiative, qu'il demande le ballon, qu'il provoque, qu'il se contente pas de jouer simple. Il doit être un leader technique, quelque part. L'autre fait marquant sur les ailes, ça a été l'entrée d'Azzedine Ounahi. Et quelle entrée! Ah oui, mais oui. Buteur, très remuant, on a retrouvé des éclairs du Ounahi de la Coupe du Monde, là. Sa technique, ses contrôles orientés, sa capacité à éliminer, ses frappes. Son transfert à Girone, où le jeu a l'air de bien lui convenir, ça lui redonne visiblement des couleurs. Il a répondu présent. C'est excellent de le revoir à ce niveau d'influence. La grande question avec Unai, ça a toujours été sa constance, hein. Est-ce que le fait d'enchaîner les matchs dans un collectif qui tourne bien en club va lui permettre de maintenir ce niveau sur la durée? C'est tout l'enjeu pour lui. Et si on aborde rapidement le style de jeu global? Avant le rouge, j'ai lu des critiques sur une approche peut-être trop directe, trop de longs ballons. Effectivement, on a vu pas mal de longs ballons vers les attaquants, des transversales parfois un peu forcées, des centres de loin, alors que l'équipe, elle regorge de joueurs capables de combiner au sol, de jouer dans les petits espaces. C'était un peu paradoxal par moments, je trouve. Alors qu'après le rouge, et avec les changements aussi, le jeu est devenu beaucoup plus posé, plus construit au sol, des combinaisons plus rapides, plus fluides. Ce qui nous ramène à cette question centrale. Quelle identité de jeu le Maroc doit chercher à affirmer? Est-ce qu'il faut privilégier un jeu de possession, de passes courtes, basé sur la supériorité technique? Ou continuer à alterner avec du jeu plus direct? Et surtout, comment améliorer cette construction face à un bloc regroupé à 11 sans dépendre d'un coup de pouce, comme une expulsion? La sortie de balle, l'animation offensive dans les 30 derniers mètres, ça reste des chantiers importants. Tout à fait. Avant de conclure, juste quelques mots sur les à côté. Le nouveau stade, tout le monde en a parlé, une infrastructure magnifique, vraiment digne des plus grands événements. C'est un atout majeur pour l'avenir, pour la CAN, pour le Mondial 2030. Un cadre idéal, c'est vrai, pour célébrer cette qualification pour le Mondial 2026. Faut le souligner aussi, objectif atteint, parcours sans faute jusqu'ici, première équipe africaine qualifiée. C'est une performance solide, sur le plan comptable. Et un dernier point tactique positif qui est ressorti des analyses, une amélioration notable du pressing à la récupération et surtout du contre-pressing, juste après la perte du ballon. L'équipe a semblé plus agressive, mieux coordonnée dans cet effort. El Ainaoui a été un des moteurs là-dedans d'ailleurs. Absolument, et ça c'est crucial, récupérer le ballon haut et vite, c'est la meilleure façon de maintenir la pression et de se créer des occasions rapidement contre des blocs bas qui n'ont pas le temps de se remettre en place. Bon, si on essaye de faire le bilan de tout ça, victoire 5-0. La qualif est là. Des satisfactions individuelles claires. La confirmation d'El Ainaoui, l'impact d'Igaman, le doublé de Saibari, le retour en forme d'Unai, l'import offensif de Belhamari aussi. C'est vrai. Mais une analyse globale qui doit impérativement être pondérée par ce carton rouge précoce qui a quand même bien facilité les choses. Et puis, des questions importantes qui restent sans réponse claire. Comment rendre Amrabat plus efficace dans la construction face à 11 joueurs? Que faire du poste d'avant-centre, avec El Kaabi buteur mais techniquement limité? Comment relancer vraiment Brahim Diaz? Et quel style de jeu adopter de manière constante, surtout contre les blocs bas?
Donc, pour résumer, ce 5-0, c'est bon pour la confiance, ça valide l'objectif comptable, mais il faut surtout pas que ça serve de cache-misère, quoi. Il reste d'importants axes de travail avant la CAN, notamment pour trouver la clé contre des défenses regroupées et pour clarifier un peu la hiérarchie et l'animation en attaque. Exactement. Le score est flatteur, mais les enseignements tactiques les plus importants, ils se trouvent peut-être dans les difficultés des 25 premières minutes, et puis dans les questions soulevées par les performances individuelles, qui sont assez contrastées finalement. Et pour finir, la petite question qui laisse à réfléchir. Au fond, le vrai baromètre de ce match, est-ce que c'était pas ces 25 minutes initiales à 11 contre 11? Si oui, quelle leçon urgente Regragui doit-il tirer de cette incapacité à vraiment bousculer le bloc nigérien avant l'expulsion? Ou alors, l'autre grande question, le moment n'est-il pas venu d'oser bousculer un peu plus la hiérarchie, que ce soit au milieu ou en attaque, pour intégrer pleinement et donner confiance aux talents comme Igamane ou El Ainaoui avant la CAN, quitte à froisser quelques statuts établis? Ce sont les choix forts qui attendent le sélectionneur dans les mois à venir, c'est certain. Trouver le bon équilibre entre la stabilité du groupe, la confiance accordée au cadre, et puis l'injection de sang neuf et de nouvelles idées tactiques. Ça sera déterminant pour la suite. Voilà qui promet de suivre avec attention les prochaines sorties des Lions de l'Atlas. L'évolution tactique de cette équipe reste un sujet passionnant.